Une réaction chimique a deux aspects. Un aspect thermodynamique, qui s'intéresse à l'énergie de réaction, l'avancement de la réaction, la constante d'équilibre, etc. Et il y a l'aspect cinétique qui s'intéresse à la vitesse. Ce qu'on va essayer de voir. Donc, comment définir la vitesse de réaction? Donc, la vitesse de réaction, soit la réaction alpha A plus bêta B égale gamma C plus delta D. Donc, on définit la vitesse de disparition des réactifs et la vitesse d'apparition des produits. Donc, pour les réactifs, on rajoute le signe moins. Donc, c'est moins, par exemple, pour A, c'est moins D de NA sur D. DT, pourquoi moins? Parce que NA diminue. Donc, on peut déterminer à n'importe quel instant, connaissons la courbe de NA, par exemple, en fonction du temps. Donc, on a un instant, par exemple, T, par exemple, ce qu'on a là, T3, c'est la pente. Donc, on calcule la pente, c'est-à-dire on trace la tangente sur la courbe à l'instant T. Par exemple, pour C, donc c'est la vitesse de formation, par exemple, à l'instant T1, on trace la tangente T1 et on détermine la pente, ça correspond à la vitesse. C'est delta, c'est d de NA sur dt. Ou par exemple, pour A, donc c'est moins la pente, par exemple, la tangente T3, on calcule la pente, ça sera moins la vitesse. Donc c'est comme ça qu'on détermine la vitesse instantanée. L'unité, c'est mol seconde moins 1. Après, donc on va, ces vitesses d'apparition et de disparition correspondent à chaque espèce, selon les coefficients stoichiométriques. Et nous, on va s'intéresser à la vitesse de réaction, indépendamment de l'espèce chimique. C'est ce qu'on appelle la vitesse de réaction. C'est égal à T de xi sur dt. Avec xi, c'est l'avancement de réaction, comme on voit sur le tableau. Par exemple, pour n de A à l'instant t, c'est n A à l'instant t égale à 0 moins alpha xi. La même chose pour B et pour C, c'est plus parce que c'est un produit, etc. Donc, si il est indépendant c'est-à-dire du composé. Que représente par exemple xi pour A? C'est la quantité transformée divisée par alpha. La quantité transformée de A divisée par alpha, ça, c'est égal à xi. La même chose pour B. NB transformé divisé par bêta, c'est xi. Par exemple, c'est NA. Par exemple, la quantité de A qui reste à l'instant T, c'est NA0 moins NA transformé. Donc, NA transformé, c'est alpha xi. Donc, xi, c'est N. Donc, N transformé de A, c'est égal alpha xi. Alpha xi. Donc, parce que N à l'instant T, c'est égal N0 moins N transformé. N transformé, ça sera alpha, ça sera ce alpha xi. C'est N transformé. La même chose pour bêta, xi c'est la N transformée de B, gamma xi c'est la quantité qui apparaît de C, et delta xi c'est la quantité qui apparaît de D. On peut dire que xi c'est égal N transformé de A divisé par alpha, égale N transformé de B divisé par bêta, égale N qui apparaît de C divisé par gamma, ainsi de suite, et pour D, c'est divisé par delta. Donc, ce xi, il est indépendant du constituant. V, c'est la dérivée de xi. Si on dérive D de N, par exemple ici, D de N, si on dérive ça, ça nous donne moins alpha d de xi sur dt. Donc, la dérivée de NA sur dt égale moins alpha V. Donc, V, c'est, comme on voit ici, c'est moins 1 sur alpha NA, la même chose pour B, pour C et pour D. Donc, on va dire V, la vitesse de réaction, c'est la vitesse de disparition de A divisé par alpha, égale la vitesse de disparition de B divisé par bêta, égale la vitesse d'apparition, de formation, d'apparition de C divisé par gamma, ainsi de suite. Après, donc on va, surtout puisqu'on s'intéresse surtout dans l'étude des réactions chimiques, on s'intéresse aux grandeurs intensives, c'est-à-dire on utilise les concentrations. Donc on va
chercher donc l'expression de la vitesse la plus utile, c'est la vitesse volumique. C'est-à-dire, surtout, on considère que le volume est constant. Donc, on divise la vitesse qu'on a déjà définie, la vitesse de réaction, par le volume V, ce V-là. V, c'est la vitesse, c'est le volume du système. Donc, ça nous donne quoi? Puisqu'on ne va pas utiliser ce on utilise des concentrations des espèces. On a déjà vu que la vitesse, c'est d de n divisé par le coefficient stoichiométrique, moins pour les réactifs et plus pour les produits. Donc, ce qui nous donne ici, donc la vitesse volumique, ce qui nous intéresse le plus, égale moins 1 sur alpha, dA sur dt, égale moins 1 sur bêta, dB sur dt, égale 1 sur gamma. Donc, toujours pour les réactifs moins et pour les produits plus. Donc, on peut écrire ici la vitesse volumique, la relation entre la vitesse volumique de la réaction et celle de la disparition et de l'apparition des espèces. Mais ce qui nous intéresse le plus, c'est surtout ce V-là, la vitesse volumique de réaction. Mais on utilise toujours les concentrations des espèces. Et pour dans le cas de la phase gazeuse, donc en considérant que les gaz sont parfaits, on peut trouver une relation, la relation entre la pression de chaque espèce et la concentration. Donc on voit qu'ils sont proportionnels puisqu'on va considérer la température est constante. Donc donc l'expression de la vitesse en fonction des concentrations, on peut l'utiliser. On peut utiliser les pressions au lieu d'utiliser les concentrations. Par exemple, la vitesse c'est moins 1 sur alpha d de P par exemple de Cl2 divisé par dt. Par exemple, si Cl2 est un réactif considéré à l'état gazeux, mais la plupart des cas, on utilise des concentrations. Un exemple d'utilisation de la relation entre c'est-à-dire la vitesse, comment exprimer la vitesse, par exemple pour cette réaction, de HI égale H2 plus I2. Donc on peut écrire la vitesse volumique, c'est moins 1,5, 2 c'est le coefficient stoichiométrique, moins parce que c'est le réactif, moins 1,5 dHI sur dt égale dH2 sur dt égale dI2 sur dt. Puis quels sont les facteurs qui influencent la vitesse de réaction? Donc on a la concentration, c'est normal, plus la concentration est grande, plus la réaction, plus il y a plus de choc entre particules, donc la vitesse augmente. La température, donc on va voir comment elle influence sur la vitesse de réaction. Existence d'un catalyseur parce qu'il favorise la réaction, donc il accélère la réaction. Et puis l'inhibiteur, il peut décélérer la réaction ou freiner la réaction. Donc on va voir le premier facteur, le facteur concentration. Surtout quand est-ce, par exemple, on a une réaction alpha A plus bêta B, donc gamma C plus delta T. Quand est-ce qu'on dit qu'une réaction admet un ordre? C'est lorsqu'elle s'écrit sous cette forme. V, la vitesse, s'écrit sous la forme de K A puissance P fois B puissance Q. Si, ça c'est un résultat qu'on retrouve d'une manière expérimentale, si on dit qu'elle admet un ordre avec les puissances sont des ordres partiels. P c'est l'ordre, c'est pas, il ne faut pas confondre P avec alpha, ni Q avec bêta. Ça c'est un cas particulier, si alpha égale à P et bêta égale à Q, on dit que c'est une réaction d'ordre simple. D'ordre simple. Là, ce n'est pas une réaction dans le cas général. Donc, à P plus Q, on l'appelle l'ordre global de la réaction. C'est une réaction d'ordre 3, 4, 5, etc. selon la somme de P plus Q. K, ce qu'on appelle la constante de vitesse. Elle dépend de quoi? Elle dépend de la température. Et c'est ça, le deuxième. Donc on peut dire que le deuxième facteur cinétique qui influence la vitesse, c'est la température. Où on trouve ça, c'est dans la constante de vitesse. Donc on peut voir quelques exemples. Par exemple, ici, vous avez, c'est la première réaction. La vitesse, on trouve d'une manière expérimentale. Ce n'est pas des choses à retenir, c'est expérimental. Donc V, on trouve expérimentalement, c'est égal K, NO au carré fois H2. Vous voyez que le coefficient pour NO, c'est 2. Et pour H2, c'est 2. Mais pour l'ordre, on a pour NO 2 et pour H2, 1. Donc, ce n'est pas toujours
ne faut pas confondre les coefficients stoichiométriques avec les autres. Donc c'est une réaction d'ordre global 3, 2 plus 1. D'ordre 2 par rapport à NO, d'ordre 1 par rapport à H2. Une deuxième réaction, on trouve V égale, c'est une manière expérimentale, on peut voir ça après lorsqu'on va étudier les mécanismes réactionnels, comment trouver une telle expression. Donc c'est une réaction, on ne peut pas dire qu'elle admet un ordre parce qu'elle ne s'exprime pas sous la forme qu'on a déjà vu, Q fois A puissance Q fois B puissance P. Donc ça ne s'écrit pas de cette manière. Donc c'est une réaction qui n'admet pas d'ordre, mais on peut faire des approximations. Par exemple, si on néglige ce terme devant 1, on peut dire qu'elle admet un ordre. Ou par exemple, initialement, HBr égale à 0. La concentration égale à 0, donc dans ce cas, on peut dire V0, c'est H2, KH2, BR2, la racine BR2. Donc c'est une réaction qui admet un ordre initial, mais elle n'admet pas un ordre courant. Mais après, on peut faire des approximations pour la rendre, c'est-à-dire qu'elle admet un ordre. Donc le deuxième facteur, c'est le facteur température. Donc l'expression de la constante de vitesse, c'est une constante qu'on trouve à partir de ce qu'on appelle la loi de Van 't Hoff. K égale A exponentielle moins A sur RT, avec A sur le facteur pré-exponentiel, à la même unité que K. Ben, l'unité de K dépend des ordres, on va voir ça après. EA, c'est une énergie d'activation, donc c'est celle-ci-là, donc cette énergie, c'est une énergie. Donc là, c'est le profil énergétique, donc on a là les réactifs et là les produits. Bon. Donc là, c'est le profil énergétique, c'est une barrière de potentiel, comme ce qu'on a déjà vu en mécanique. A et B, donc ils doivent avoir une énergie minimale pour se transformer en raid, c'est-à-dire ils doivent franchir cette barrière. Bon, ils doivent franchir cette barrière. Pour cela, ils doivent avoir cette énergie d'activation. Si on n'a pas cette énergie, la réaction sera bloquée cinétiquement ou la vitesse sera très lente. La réaction se fait d'une manière très lente. Donc, plus ce EA est grand, plus la vitesse est faible parce que K va diminuer, donc la vitesse sera plus faible. T, c'est la température, R, la constante des gaz. Parfait. Donc, la vitesse dépend de la constante. Maintenant, la vitesse dépend de la température. Maintenant, on va voir des types de réactions simples, avec un seul réactif. C'est pas compliqué. Pourquoi? Donc, dans le cas général, on prend deux réactifs. On peut rajouter un catalyseur. Mais là, on va voir surtout la réaction, par exemple, les réactions de dismutation, donc un seul réactif. Maintenant, on va voir cette particularité, ces types de réactions, parce qu'on va se servir de ces types de réactions pour étudier le cas général. Donc, on va commencer, on va considérer des réactions d'ordre, c'est-à-dire qui admet un ordre. Donc, réaction d'ordre 0. Réaction A, par exemple, A dans B, une réaction d'ordre 0. Donc, V, la loi de vitesse, V égale moins dA sur dt égale K A puissance 0. Donc, on peut dire que dA sur dt en concentration égale moins K. Alors, on intègre dA égale moins K dt. On intègre ça, ça nous donne cette expression. A égale A0 moins 4t. Une fois, par exemple, on a fait l'expérience, on va tracer, on va trouver une droite de pente moins K. Donc, on peut, à partir de cette pente, déterminer la constante de vitesse. C'est comme ça qu'on fait. Maintenant, comment exploiter ce résultat? Par exemple, vous avez fait une réaction chimique, vous avez les concentrations de A en fonction du temps. Vous tracez A en fonction du temps. Si vous trouvez une droite, comme ça, donc c'est une réaction d'ordre 0. Si vous trouvez comme ça, A en fonction, donc c'est pas une réaction d'ordre 0 ou n'importe une forme comme ça, donc c'est pas une réaction d'ordre 0. Donc, pour vérifier qu'une réaction est d'ordre 0, il faut tracer A en fonction du temps. On va voir dans le cas, par exemple, d'ordre 1. Donc, on va intégrer la même chose, ce qu'on appelle la méthode intégrale. V également dA sur dt égale K A puissance 1. Donc, la même chose, on va intégrer, ça nous donne ln de A sur A0 égale moins 4. Parce que dA sur A égale moins K. dt, on intègre. Donc, A sur A0 égale moins 4t. Donc, on trouve cette relation. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On trace ln de A. On peut, par exemple, tracer ln de A0 sur A.
A0, c'est la constante initiale, on va trouver comme ça une fonction linéaire. Si on trouve une fonction linéaire, on a vérifié maintenant que c'est une réaction d'ordre 1. C'est comme ça qu'on va faire. Si on vous parle, toujours on vous donne l'ordre, on vous dit vérifier, on vous donne un tableau de concentration et on vous demande de vérifier l'ordre. Donc, vous devez savoir quelle courbe vous allez tracer. Il faut toujours chercher une droite. Pour l'ordre 0, il faut tracer A, fonction du temps. Pour l'ordre 1, il faut tracer ln de A sur A0, ou ln de A0 sur A, ou ln de A, par exemple, comme c'est ici, ln de A en fonction du temps. Et du coup, directement, on détermine la constante. La constante, c'est la pente. Moins K, c'est la pente de la droite. C'est comme ça qu'on vérifie les ordres. Pour l'ordre 2, la même chose, mais il faut juste intégrer. Il faut juste intégrer. Il faut juste intégrer dA sur dt égale moins K. Donc dA moins dA sur A carré égale K dt. Ce qui donne, donc on intègre, on trouve cette loi. Loi de vitesse. On trouve ça. A sur A, comme on varie la concentration. Donc ça c'est la loi de vitesse, V égale KA carré. 1 sur A moins 1 sur A0 égale 4T. Donc qu'est-ce qu'on fait? On trace 1 sur A en fonction du temps. 1 sur A en fonction du temps. On trouve une droite de pente K. Donc pour l'ordre 0, on va tracer A. Pour l'ordre 1, on va tracer ln de A. Et pour l'ordre 2, on trace 1 sur A. On va s'arrêter juste 0, 1, 2. Donc c'est comme ça qu'on vérifie les ordres. Mais toujours on vous donne l'ordre à vérifier. Il faut juste savoir quelle courbe il faut tracer. Pour 0, c'est A. Pour 1, c'est ln de A. Pour 2, 1 sur A, fonction du temps. Maintenant, une nouvelle notion qui permet aussi de déterminer l'ordre, c'est le temps de demi-réaction. C'est le temps nécessaire pour consommer la moitié du réactif initial ou le réactif limite. Bon, donc, en utilisant les résultats qu'on vient de trouver, on trouve que, en remplaçant dans l'équation, cette équation-là, A égale A0 moins 4T, donc ça sera A0 sur 2 égale A0 moins K fois le temps de demi-réaction, on va l'appeler temps N', et on remplace, on trouve quoi? On trouve pour l'ordre 0 que le temps égale A0 sur 2K, donc le temps de demi-réaction est proportionnel à A0. Donc comment maintenant exploiter ce résultat pour vérifier l'ordre 0? On va faire plusieurs expériences. Et pour chaque expérience, on va déterminer le temps de demi-réaction, par exemple temps N'. Je peux mettre ici temps N', et là les concentrations initiales qu'on a pris. On va trouver une droite comme ça de pente 2K. Donc on peut directement déduire la constante de vitesse et l'ordre. Si, c'est-à-dire, on vous dit de vérifier à partir des temps de demi-réaction. Pour l'ordre 1, on fait la même chose, on remplace dans l'équation, donc ln de A, etc. Donc on trouve que le temps de demi-réaction égale ln de 2 sur K, chose que vous avez déjà vue dans la radioactivité. Donc le temps de demi-réaction, c'est ln de 2 sur K. Donc on peut dire que le temps de demi-réaction est indépendant de la concentration. Parfois on vous dit dans l'énoncé qu'on a fait plusieurs expériences, qu'on a constaté que le temps de demi-réaction ne dépend pas de la concentration. On trouve le même temps de demi-réaction, donc c'est une réaction d'ordre 1. Et dans le cas de l'ordre 2, on trouve quoi? Que le temps de demi-réaction est inversement proportionnel. Donc on va tracer 1 sur A0. On va tracer 1 sur les 1 sur A0, donc plusieurs A0, en fonction du temps de demi-réaction. On trouve une droite comme ça. Donc ça sera de pente K. Donc la même chose, on vérifie l'ordre et on détermine la constante de vitesse. Donc on peut voir ici que par exemple l'unité de K, dans le premier cas, K c'est la concentration divisée par le temps, donc c'est mol, on va dire litre moins 1, temps moins 1, seconde ou minute selon l'unité utilisée du temps. Pour celle-ci, c'est K, c'est seconde moins 1 ou minute moins 1 pour l'ordre 1. Pour ce cas-là,
on va trouver c'est mol moins 1 litre, mol moins 1 temps moins 1 pour l'ordre. Donc selon, il faut juste vérifier l'homogénéité. Et puis un tableau récapitulatif où on peut voir les ordres, des choses à vérifier. Donc on a les courbes à représenter pour l'ordre 0, ça c'est la courbe à représenter. Donc A0 moins A, le temps de mes réactions inversement donc proportionnel, l'unité de K, donc là on peut voir tous les juste des choses à retenir. C'est ce tableau, il faut le retenir. On va dire à retenir. Bon. Et puis, il y a d'autres méthodes. Par exemple, la méthode différentielle. Si on trace A en fonction du temps, on peut utiliser les vitesses. Puisque V, donc c'est K ln de V égale K à puissance P. P, on ne le connaît pas. Qu'est-ce qu'on fait? On va introduire ln. Ça nous donne cette équation. Si on trace ln de V égale, par exemple, si on a les vitesses, on nous donne les vitesses au cours du temps, ça sera ln de V égale ln de K plus P ln de A. On va tracer. On va trouver quoi? On va trouver une droite. ln, par exemple comme ça, de pente, ln de V et la ln de A, on va trouver une pente, la pente c'est P, c'est l'ordre. Là on trace, on trouve là-bas, et en ce point-là, on va trouver K. Mais comment trouver ces vitesses? Si on a la courbe, il faut juste représenter la pente pour chaque instant. Par exemple, ici, donc il faut représenter la pente, déterminer la pente. La pente, c'est la vitesse, dA sur dt. A, c'est moins dA sur dt. Donc, pour chaque instant, donc on va déterminer moins la pente, ça nous donne la vitesse. Et pour la vitesse, en traçant les vitesses en fonction de A, de ln de la vitesse en fonction de ln de A, on trouve l'ordre P et la constante de vitesse. Ça, c'est la méthode différentielle. La méthode intégrale, c'est celle-ci. Quand on trace les AT et ln, ça, on l'appelle la méthode intégrale. Celle-ci, on l'appelle la méthode différentielle parce qu'on dérive. Maintenant, comment exploiter ces résultats dans le cas d'une réaction à deux réactifs? Par exemple, cette réaction-là. Donc, une réaction alpha A plus bêta B. Donc, on commence par le premier cas, c'est le mélange stoichiométrique, comme on voit ici. Donc, les concentrations initiales sont proportionnelles au coefficient stoichiométrique. Donc, A0 sur alpha égale B0 sur bêta. On divise par le coefficient stoichiométrique. Donc, au cours du temps, cette égalité reste vérifiée, parce que c'est stoichiométrique. Donc, on va remplacer. Donc, on va remplacer par exemple B. B par B, ce sera bêta sur alpha fois A en concentration. En concentration. Donc, B. Donc, ici, on va remplacer B. On va le remplacer là. Ça nous donne ce résultat-là. Donc, V sera égal une constante apparente, égale K apparente, fois A puissance P plus Q. Donc, on a trouvé la loi pour une réaction à un seul réactif. Au lieu de voir les deux réactions, on a dans la loi de vitesse qu'un seul réactif A. C'est bon. Donc, on a transformé l'équation ou la loi de vitesse avec deux variables. Celle-ci, on l'a remplacée en cette égalité V égale K apparente, là, K apparente à P plus Q. Donc, à l'aide des méthodes qu'on vient de voir, intégrale ou la méthode du temps de demi-réaction ou la méthode différentielle, on peut trouver l'ordre global, P plus Q. Donc, cette méthode, le mélange stoichiométrique, permet de déterminer l'ordre global. Ça, c'est une première méthode. Donc, pour déterminer l'ordre global, on utilise le coefficient le mélange stoichiométrique. Deuxième méthode, et c'est la plus importante, c'est la méthode d'Ostwald ou la méthode de dégénérescence de l'ordre. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans cette méthode? On essaie de fixer un
un des constituants. Par exemple, on va fixer A. Si on veut fixer A, on va le prendre en excès. Donc, on le prend en excès. Donc, A0 est très supérieur à B0. Comme ça, par exemple, si on prend 1 mol par litre, pour A, initialement A0, et B0 par exemple, 10 moins 4. Même si la réaction est totale, 1 moins 10 moins 4, ça reste 1. Donc, c'est comme si on a fixé l'un des constituants. On appelle ça la méthode de dégénérescence de Land. Donc, dans la loi de vitesse, si A est fixé, on va remplacer donc A par une constante, ça sera une constante, et on va définir la constante apparente, qui est égale à A, puissance la concentration de A, fois K, la constante de vitesse, divisé par P, puissance P. Donc, puisque A c'est A0, ça ne change pas au cours du temps, donc on appelle ça une constante apparente, et on exprime V égale K apparente fois B puissance Q. Et là, on a retrouvé quoi? On a retrouvé la loi de vitesse pour une réaction à un seul réactif. Avec V, c'est quoi? C'est moins 1 sur BA, dB sur dt. On intègre, donc on peut utiliser la méthode intégrale ou la méthode du temps de réaction ou la méthode différentielle. On trouve P, on trouve Q, l'ordre par rapport à B. Et si on veut trouver l'ordre par rapport à A, on va faire l'inverse. On va prendre B0 très supérieur à A0. On aura une K apparente égale K fois B0 puissance Q. Et on va trouver l'équation, la loi de vitesse V égale moins dA sur dt sur alpha d égale K apparente fois A puissance P. Voilà, on a trouvé la loi de vitesse d'une réaction à un seul réactif. On l'intègre ou on utilise la méthode différentielle ou le temps de réaction et on trouve P. Comme ça, on peut déterminer la loi de vitesse. On peut combiner les deux. Par exemple, à l'aide de cette méthode, on détermine par exemple Q, l'ordre par rapport à B, en prenant A0 en excès, et en utilisant le mélange stoichiométrique, on utilise la somme. Et comme ça, on peut déduire P plus Q et Q. Et on déduit P et Q. Donc, parfois, on a des problèmes comme ça où on combine les deux. La méthode du mélange stoichiométrique et la méthode de dégénérescence de Land. Maintenant, on va voir quelques réactions complexes qui vont nous servir à l'étude du mécanisme réactionnaire. On commence par la réaction, par l'équilibre chimique. L'équilibre, donc la réaction se fait dans les deux sens. Elle est, par exemple, avancée dans le sens B si K1 est très supérieur à K2, c'est-à-dire la vitesse dans le sens 1 est très supérieure à la vitesse dans le sens moins 1. Donc, du coup, la réaction évolue dans le sens 1. Donc, l'équation A dans B, donc on a K1 dans le sens 1 et K-1 dans le sens moins 1. Donc, la loi de vitesse, V, si on prend dB par exemple, donc ça sera égal V1 moins V moins 1. Parce que la vitesse, quand l'espèce joue le rôle d'un produit, V c'est la dérivée de la concentration. Par exemple, dans le sens 1, V c'est dB sur dt. Et également dA sur dt. Mais dans le sens moins 1, la vitesse c'est V moins 1, c'est moins dB sur dt, égale dA sur dt. Donc si on veut exprimer V, puisque c'est la combinaison des deux, c'est la P1 plus V moins 1, les deux se font en même temps. Donc ça sera V égale dB sur dt. B joue le rôle d'un réactif dans le sens moins 1 et d'un produit dans le sens 1. Donc dans le sens 1, V, on va dire V1, dans le sens, c'est K1A, en considérant que la réaction est d'ordre simple, c'est-à-dire les coefficients stoichiométriques sont égaux aux ordres, ce sera K-1, on ne va pas dire K égale K-1, ce sont deux grandeurs différentes, fois B. Ainsi est donc la combinaison V1 plus V moins 1, V1 moins V moins 1, parce que la réaction 1 est V égale V1 moins V moins 1,
Hein, donc il y a là le sens 1 et le sens moins 1. Donc c'est K1A moins K moins 1B. Donc c'est comme ça qu'on exprime la vitesse pour un équilibre chimique. Maintenant, dans le cas limite, lorsqu'on atteint l'équilibre, les concentrations sont constantes. Donc la vitesse ne va pas changer, donc la vitesse sera nulle. Et puisque ce sera nulle, donc on va trouver, hein, donc ça c'est K1 à l'équilibre, B à l'équilibre, donc K1, donc on retrouve quoi? On trouve la constante d'équilibre. K égale B équilibre sur A équilibre égale K1 sur K-1. Donc on trouve une relation entre la constante d'équilibre et la constante de vitesse. Donc maintenant on peut l'utiliser directement. La constante d'équilibre c'est K1 sur K-1. Plus quand K1 est très grand devant K-1, la constante d'équilibre sera très grande. C'est normal. Plus la vitesse dans le sens 1 est grande par rapport à le sens moins 1, la réaction évolue dans le sens 1. Puis la réaction successive est un peu compliquée. Donc A il joue le rôle d'un réactif, B il joue le rôle d'un réactif pour un produit pour A et un réactif pour C. Si on considère par exemple les réactions V1, hein, par exemple V1, V2, hein, donc 1, 2, donc ça c'est 1 et ça c'est 2. Pour A il joue le rôle dans une seule réaction, c'est 1. Donc dA sur dt égale moins V, ou V1 égale moins dA, donc V1 égale moins dA sur dt égale K1, on va considérer toujours les ordres partiels sont égaux au, c'est-à-dire des réactions d'ordre simple. Donc V1 égale moins dA sur dt égale K1A. Pour B, il joue le rôle d'un réactif pour C, pour V2, et un produit pour B. Donc on va dire dB sur dt égale à V1 moins V2. Hein, parce que V, c'est la dérivée des produits, c'est moins la dérivée des réactifs. Donc B joue le rôle d'un produit pour 1 et d'un réactif pour 2. Donc dB sur dt, c'est V1 moins V2. C'est ce qu'on trouve ici. Et pour C, il joue le rôle dans une seule réaction, c'est la réaction 2. C'est dC sur dt égale V2, égale K2B. Toujours K fois la concentration de réactifs. Donc la réactif ici pour 1, c'est A, et pour 2, c'est B. C, c'est un produit. Donc en intégrant, par exemple, la première, ça nous donne ça. En remplaçant dans la deuxième, ça nous donne B, et puis ça nous donne C. Les calculs, je vous laisse les faire. Et on représente comment évoluent les concentrations des espèces au cours du temps selon les constantes de vitesse K1 et K2. Si K1 est très supérieur à K2, c'est-à-dire la vitesse 2, V2 très supérieur à V1. Donc qu'est-ce qui se passe? Là, il y a apparition de V2, mais il apparaît rapidement, mais il disparaît de manière très lente. Donc qu'est-ce qui va se faire? Il y aura une accumulation. Il y aura une accumulation de B. Hein, il fait un pic ici. Bon, dans le deuxième cas, donc B, il réagit très vite. Donc K2 est très supérieur à K1, donc il ne va pas s'accumuler, sa réaction reste, sa concentration reste à peu près constante. Et on va déduire une approximation qu'on appelle l'approximation des états quasi stationnaires, parce que la concentration est à peu près stationnaire, constante. Donc, on considère la dérivée de sa concentration égale à 0. Et ça, c'est très utile après dans les mécanismes réactionnels. Mais bon, donc, ça, les cours sont très importantes. Surtout, dB sur dt pour les espèces qui réagissent trop vite. Leur concentration est, parce qu'ils apparaissent puis disparaissent, donc leur concentration est stationnaire. Maintenant, quelles sont les méthodes expérimentales? Donc la méthode classique, c'est les dosages. Mais les dosages, c'est un peu compliqué parce qu'il faut arrêter le processus, c'est-à-dire faire une trempe dans l'eau glacée pour arrêter, parce que là, la température, lorsqu'on diminue la température, la vitesse diminue. Donc on arrête à l'aide d'une trempe. Donc une trempe, par exemple là, une cuve où il y a de l'eau glace. Et on prend le tube à essai, on le met ici pour arrêter le processus. Puis on effectue un dosage. Un dosage de l'espèce, par exemple un acide ou une base, pour déterminer sa concentration à un instant donné. Il y a trop de
on va dire, d'incertitude dans cette méthode. Mais la méthode la plus utilisée, c'est la spectrophotométrie. À l'aide d'un spectrophotomètre, on mesure la concentration directement au cours du temps. C'est-à-dire, on fait le mélange et on introduit le mélange instantanément dans le spectrophotomètre. Ça nous donne la concentration directement. Comment? Donc, vous avez là une cuve, hein, vous voyez là, c'est la cuve où on a le réactif. Donc, il émet une lumière de longueur d'onde bien déterminée. Il faut bien choisir la longueur d'onde. Par exemple, si on a une espèce colorée, par exemple Fe2+, verte, Cu2+, bleu, I2 brun, par exemple. Donc on choisit la couleur où il absorbe. On va choisir une lumière visible. Donc il faut premièrement étudier, on va dire, chercher le spectre d'absorption, où l'espèce elle absorbe bien la lumière, et on émet une lumière de longueur d'onde lambda bien déterminée, qui correspond à l'espèce qu'on veut suivre. Hein, donc il y a de la lumière qui traverse cette cuve, donc une partie de cette lumière sera absorbée. Donc l'absorbance égale log de I0 initial et I final. Hein. Donc c'est log de I0 sur I. Ça nous donne l'absorbance. Ce qu'il faut retenir, c'est la loi de Beer-Lambert. A, c'est selon lambda qu'on a choisi, c'est epsilon fois L fois C. Epsilon, c'est ce qu'on appelle le coefficient, coefficient d'extinction molaire. Hein, donc, il dépend de l'absorbance dépend de l'espèce qui absorbe. L, c'est la longueur L, c'est la longueur L, c'est la longueur de cette cuve. Hein, c'est ça. Hein, ça c'est L, et c'est la concentration de l'espèce. Hein, il faut retenir A égale epsilon L fois C. Une fois on mesure à l'aide du spectrophotomètre, on mesure A, c'est comme si on mesure C, parce que L et epsilon sont des constantes. Donc le suivi de A, c'est comme le suivi de la concentration. Donc on fait ça instantanément. Donc, la deuxième étape, c'est l'étude du mécanisme réactionnel. Une fois on a par exemple fait l'étude expérimentale, on a vérifié les ordres, etc., on peut retrouver ces ordres ou la loi de vitesse qu'on a déjà établie d'une manière expérimentale à l'aide du mécanisme réactionnel. Ou l'inverse, on cherche le mécanisme réactionnel qui vérifie la loi expérimentale. Et nous, en cette étape, on ne demande pas de trouver le mécanisme réactionnel, on nous donne le mécanisme réactionnel. Par exemple, celui-là, ça c'est la réaction de H2 plus BR2 égale 2HBr. Ça, c'est le mécanisme réaction. Donc, ce mécanisme, il se déroule en 1, 2, 3, 4, 5, on va dire 5 étapes. Ces étapes, chaque étape, on l'appelle un acte élémentaire. Un acte élémentaire. Donc, chaque étape, c'est un acte élémentaire. L'acte élémentaire suit la loi de Van 't Hoff. C'est-à-dire que les coefficients stoichiométriques sont sont égaux aux ordres partiels. Par exemple, la vitesse V1. V1, c'est égal K1 BR2. C'est l'ordre 1. Pour, par exemple, V2. V2, c'est K2 H2 BR point. Ce BR point, c'est quoi? BR point, H point. C'est ce qu'on appelle les intermédiaires réactionnels. Donc, les intermédiaires réactionnels sont des espèces qui apparaissent, on peut les détecter de manière expérimentale, qui apparaissent dans le mécanisme, mais ils ne figurent pas dans l'équation bilan. L'équation bilan, c'est H2 plus BR2 dans 2HBr. Le BR point, H point ne figure que dans le mécanisme réactionnel. M ou la M étoile, c'est juste une molécule, parce que là, ces réactions, c'est juste des collisions entre les intermédiaires et les molécules, ou molécules intermédiaires, ou molécules intermédiaires. M, c'est une molécule, ça peut être une molécule, ça peut être juste les parois du récipient. On n'introduit pas ce M dans les calculs. Donc l'acte élémentaire, le mécanisme de réaction, puis il y a la molécularité. C'est quoi la molécularité? C'est le nombre de particules, si on veut dire ça, qui apparaissent dans la réaction chimique. Par exemple, pour la première étape, on a BR de 1. Donc la molécularité égale à 1. Pour le deuxième, BR.H2, 2. Donc ce sera 2. Donc molécularité égale à 2. Donc rarement qu'on trouve 3. Ce M, c'est juste les parois. On ne va pas l'introduire dans la molécularité. Donc le premier, c'est
Donc souvent c'est 2, moins, c'est-à-dire, pas dire rarement, on a 1. 3, c'est rarement qu'on trouve 3 espèces dans un acte élémentaire. Donc le premier, c'est un acte monomoléculaire, deuxième bimoléculaire, troisième bimoléculaire, quatrième bimoléculaire, cinquième bimoléculaire. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le mécanisme réactionnel. Ces intermédiaires réactions sont trop réactifs, c'est-à-dire leur vitesse de réaction est très très grande, du coup, donc on peut retrouver le schéma qu'on a déjà vu ici. On a dit que dB sur dt égale à 0 pour les espèces qui sont trop réactives. C'est le cas des intermédiaires réactionnels. Donc leur concentration est stationnaire. Donc pour un intermédiaire réactionnel, dI sur dt égale à 0. Ce qu'on appelle l'approximation de l'état. C'est ce qu'on appelle le principe de Bose-Einstein, au principe des états quasi-stationnaires, où on les applique aux intermédiaires réactionnels qui sont trop réactifs. Il y a des cas où on ne peut pas appliquer ça. C'est le cas où on nous dit que, par exemple, l'étape 3 est une étape déterminante. Déterminante, c'est dire que cette étape est lente. Et dans ce cas, on ne peut pas appliquer à h point, on ne peut pas appliquer le principe de Bose-Einstein, c'est-à-dire h point sur dt est différent de 0. On ne peut pas dire que c'est égal à 0. Ça, c'est le cas où on nous dit qu'une des étapes est déterminante, c'est-à-dire que c'est la plus lente. C'est une étape lente. On peut voir là les définitions. Le mécanisme réactionnel, l'acte élémentaire, la molécularité, l'intermédiaire réactionnel, donc les définitions que je viens d'évoquer, et le principe des états quasi-stationnaires ou le principe de Bose-Einstein. Donc appliqué aux intermédiaires réactionnels qui ont une vitesse de réaction très très grande. On commence par, donc on va voir deux types de mécanismes. Mécanisme en séquence fermée et mécanisme en séquence ouverte. Celui-là, on l'appelle en séquence ouverte. C'est bon. Donc, ou mécanisme par stade. Mécanisme par stade. Ou séquence ouverte. Bon, donc là, c'est le mécanisme est là. Il se fait en deux étapes. Dans une étape, il y a apparition, si on voit le mécanisme, où est l'intermédiaire réaction? C'est le R+. Ce R+ là. Le R+, c'est l'intermédiaire réaction. Donc, le mécanisme par stade ou séquence ouverte, il y a apparition d'un intermédiaire, puis disparition. Il ne réapparaît pas dans le mécanisme. C'est pour ça qu'on l'appelle séquence ouverte. Il apparaît une fois et il disparaît. On va voir après le mécanisme en séquence fermée où il apparaît, disparaît, puis réapparaît. Ça, c'est la séquence fermée. Donc, par stade, il se fait en deux étapes. Apparition de l'intermédiaire, puis disparition. Donc, ça, si on veut déterminer l'équation bilan, c'est juste la somme des deux. La première étape plus deuxième étape, ça nous donne l'équation bilan. Donc la loi de vitesse, V égale moins, si on utilise, toujours utiliser le plus simple, moins D de RBR sur DT, c'est K fois RBR. Ça, c'est le résultat expérimental. Maintenant, comment utiliser ce mécanisme pour déduire cette loi de vitesse? Donc ça, c'est le mécanisme. Première étape, deuxième étape, et on a l'intermédiaire réactionnel. V, c'est D de RBR. Sur DT, on va l'exprimer en fonction des vitesses. Donc RBR se trouve là. Et là, RBR se trouve dans une seule étape, c'est celle-ci. Donc, il joue le rôle d'un réactif pour le sens 1 et d'un produit dans le sens moins 1. Donc, la vitesse, c'est toujours la dérivée du produit et moins la dérivée du réactif. Là, on va exprimer la dérivée de l'espèce. Donc, quand il joue le rôle de produit, on met plus V. Quand il joue le rôle de réactif, on met moins V. Donc, RBR, dans le sens 1, c'est un réactif. Donc, moins V1. Et il joue le rôle d'un produit dans le sens moins 1. Donc, c'est plus V-. Donc, V-1 plus V1, c'est la vitesse de réaction, égale à V.
V, c'est D ou moins V. Moins V, c'est D de RBR sur DT. Maintenant, V, en remplaçant par les expressions, parce que les intermédiaires, les actes élémentaires, là on a deux actes élémentaires, le premier monomoléculaire, le deuxième bimoléculaire, ils sont des réactions d'ordre simple, c'est-à-dire on prend les coefficients stoichiométriques, c'est les ordres partiels. Donc V1 c'est égal K1 RBR, V-1 c'est K-1 R plus BR-. Mais on ne peut pas exprimer la vitesse en fonction des intermédiaires. Il faut toujours, dans l'équation, dans la loi de vitesse finale, il faut toujours exprimer en fonction des espèces qu'on a, réactifs et produits. Mais bon, les intermédiaires ne doivent pas figurer dans l'équation, dans la loi de vitesse. Donc pour les éliminer, on utilise l'approximation des états quasi-stationnaires à R+, c'est l'intermédiaire réactionnel à R+. Et bon, dr plus sur dt égale à 0. R+, il figure dans les deux équations. Il est là et là. Donc il est réactif 2, il est produit le sens 1, il est réactif le sens moins 1. Donc d de R plus sur dt est égal. Voilà, donc on va exprimer en fonction des vitesses. D de R plus sur dt. On a dit, si c'est un produit, c'est plus V, réactif moins V. Donc on commence. R plus. Pour 1, pour le sens 1, c'est un produit, donc V1. Pour le sens moins 1, c'est V moins 1. Plus pour le sens 2, pour l'équation 2, ou la V2, c'est un réactif, donc moins V2. Donc V1 moins V moins 1. Donc V1, c'est quoi? C'est K1 RBR. V-1, c'est quoi? C'est K-1 R plus BR-, moins K-1 R plus BR. Et pour 2, ça sera moins K2 R plus OH-. Comme ça, on peut voir le résultat ici. Bon. Et après, on remplace, on cherche R+, et on le remplace dans l'équation, dans cette expression. Voilà, donc on a R+, ici, on le remplace ici. Hein? Donc on trouve V égale, V qui est égal à moins D RBR sur D, c'est-à-dire V1 moins V moins 1. Hein? C'est-à-dire moins cette expression. Hein? Donc on remplace ici, ce sera K1 RBR moins K-1 BR moins 1. On remplace R plus à nous dans cette expression. Donc on fait le calcul, on retrouve. Qu'est-ce qu'on va dire? Est-ce que cette réaction admet un non? Non, elle n'admet pas. Donc, mais on peut faire des approximations. Par exemple, hein, si on prend par exemple, hein, on prend ce terme-là, plus grand, très grand devant ce terme-là. Hein, K2 OH- très supérieur à K-1 BR-. Hein, donc on va remplacer, hein, donc on va éliminer ce terme. Ce qui nous reste, c'est OH-, on va le simplifier. On trouve la loi de vitesse. Parfois, vous trouvez par calcul, vous allez trouver une loi de vitesse qui ne correspond pas à la loi de vitesse trouvée d'une manière expérimentale, et vous devez donner l'approximation. Ben, c'est l'approximation. Avec K1, c'est la constante de vitesse. On peut dire que l'étape 1, c'est l'étape déterminante, parce que c'est elle qui a déterminé la vitesse. Hein, donc on peut voir ici. Donc V c'est K, RBR. Donc on trouve ici que K c'est K1, dans ce cas. Et puis, le mécanisme en séquence fermée. Là où on a 5 étapes, hein, donc on a 5 actes élémentaires, mais il se déroule en 3 étapes. La première étape, c'est l'étape d'initiation ou d'amorçage. Première étape, celle-ci. C'est l'étape d'initiation où il y a apparition du premier intermédiaire réactionnel, c'est celui-là.
On l'appelle le porteur de chaîne. C'est lui qui va former, on va dire, on va voir ça après. Donc c'est la première étape. Deuxième, qu'est-ce qu'on voit dans la deuxième? Dans la deuxième étape, elle est formée de deux étapes. Ces deux étapes, on a BR- qui disparaît dans H+, puis qui donne H', puis H' qui donne BR-. Donc on voit que BR- disparaît, puis il disparaît, puis il réapparaît. Donc il forme BR', il disparaît, il donne H', puis H' nous redonne BR', donc il forme quoi? Il forme ce qu'on appelle un maillon de chaîne. Un maillon de chaîne. Comment on a abouti à ce maillon? BR', il réagit avec H2 pour donner H'. Donc je peux refaire ça. On peut voir ici. Poursuite. Donc BR', il donne H'. Donc il réagit avec H2. Pour la deuxième étape, il donne HBR plus H'. H', dans la troisième étape, il réagit avec BR2 pour donner HBR. Si on prend le bilan de ce maillon, donc H2 plus BR2 donne 2HBR, c'est l'équation bilan. Donc le maillon de chaîne nous donne l'équation bilan. Ce n'est pas le cas du mécanisme par stade où juste on fait la somme des étapes. Là, on prend juste le maillon de chaîne. On peut retrouver, donc on a l'étape d'initiation, puis l'étape de propagation. Est constituée de ces deux étapes. Étape de propagation où il y a propagation, on va dire, de la réaction. Il y a disparition du premier intermédiaire, puis disparition qui donne un autre, puis il réapparaît, formant une boucle appelée le maillon de chaîne. C'est ce qu'on appelle l'étape de propagation. La première, c'est initiation. Deuxième, c'est propagation. La troisième, c'est un cas particulier. Celle-ci, on ne la retrouve pas souvent. Ce qu'on appelle une étape d'inhibition, c'est l'inverse de celle-ci. C'est pour ça qu'on l'appelle inhibition, parce que c'est l'inverse, c'est comme si elle va freiner un peu la réaction. Donc, il va nous diminuer la vitesse de réaction, parce que c'est l'équation inverse de celle-ci. On l'appelle, lorsqu'on trouve une étape qui est l'inverse de l'une des étapes précédentes, on l'appelle étape d'inhibition ou auto-inhibition. Si on trouve une autre étape entre, par exemple, ici, une étape avant le maillon de chaîne, on l'appelle étape de transfert. Transfert. C'est une étape de transfert. S'il vient avant le maillon de chaîne. Donc là, c'est l'étape d'inhibition. Le plus souvent, on trouve 1. 2, c'est le maillon, propagation. Et 3, terminaison. C'est la fin, là, il y a disparition des intermédiaires réactionnels, soit par échoc entre eux ou avec les parois. Donc, on a 3 étapes. Initiation, propagation et rupture ou arrêt ou terminaison. Donc, on peut l'appeler comme on veut. Là, c'est le maillon de chaîne. Et puis les calculs qui permettent de déterminer la loi de vitesse, la même chose. On peut commencer par, là c'est l'équation l'équation de la réaction, H2 plus BR2 égale 2HBR. Donc la loi de vitesse, c'est 1 demi HBR. 1 demi HBR, on l'exprime en fonction des états, puis on applique l'approximation de l'état quasi stationnaire à donc là, à BR' et H', les deux intermédiaires réactions qui sont appelés les porteurs de chaîne. On les appelle les porteurs de chaîne. On les figure ici, donc là, c'est les porteurs de chaîne. BR' et H', ils figurent dans le maillon de chaîne. Et puis on l'applique à H' sur dt égale à 0. On l'exprime en fonction des vitesses. Ici, puis D de BR', la même chose. On l'applique ici. Puis on remplace, on trouve la loi de vitesse comme ça. Après, si on néglige ce terme devant 1, on va trouver la loi de vitesse comme ça. H2 BR puissance 1 demi. C'est l'approximation qu'on peut faire pour que la réaction admet un ordre. C'est un calcul à faire. Il faut juste exprimer chaque dérivée en fonction des vitesses. Et il faut faire attention aux signes. Et puis l'étape déterminante, ça c'est très important.
Dans un mécanisme de réaction, on vous dit parfois une des étapes, c'est l'étape déterminante. C'est l'étape qui détermine la vitesse. C'est l'étape la plus longue de la réaction, du mécanisme. Elle détermine la vitesse. On dit que V égale la vitesse de la réaction, égale la vitesse de l'étape déterminante. Par exemple, on a cette réaction, bilan. Là, c'est la loi cinétique trouvée par expérience. Là, c'est le mécanisme réactionnel. On nous donne des indications qui sont très importantes. Ça, c'est l'étape déterminante. C'est l'étape 3. C'est-à-dire que la vitesse égale à V3. V égale à V3. Maintenant, lorsqu'on nous dit un équilibre est rapide, c'est-à-dire il est toujours vérifié. Donc, l'équilibre, on a déjà vu K égale K1 sur K-1. Par exemple, pour les premières étapes, K, on va l'appeler K1 égale K1 sur K-1. K2 pour deuxième parce qu'il est rapide, donc K2 sur K-2. Et on exprime on va dire on exprime la constante d'équilibre. Donc pour K1 c'est CL K1 c'est CL moins carré divisé par CL2. Pour K2, bah, c'est COCL moins sur CO fois CL. Donc V égale V3 égale K, hein, comme vous voyez ici, égale K fois K3 CO, CL point fois C2. Il ne faut pas exprimer la vitesse en fonction des intermédiaires, parce que là, l'intermédiaire, c'est CO, CL point. Donc CO, CL point. Et on a l'équilibre 1, donc on a l'expression de K1, l'expression de K2, en combinant, hein, on trouve l'expression de CL point ou de CO, CL point, ici. Donc ce sera K2, CO, K1, 1,5, CL2, 1,5. On remplace dans cette loi de vitesse, on trouve notre loi hein, qu'on a déjà donnée. Hein, c'est K, avec K, c'est quoi? C'est K égale. On va l'exprimer K, c'est très important. K égale K2 fois racine K1. C'est-à-dire égal K2 sur K-2 fois racine K1 sur K-1. Parfois, on nous demande de donner l'énergie d'activation, hein, l'énergie EA. EA relative à K. Donc, K, c'est A exponentielle moins EA sur RT. Comment exprimer EA en fonction de EA1, EA-1, EA2, EA-2. Donc, à partir de K égale K1 sur K-1 fois racine K2 sur K-2. Donc, c'est des exponentielles comme même expression avec le même RT. Donc, ce sera EA égale EA1 moins, puisque en haut c'est EA1, en bas K-1, donc EA-1. Pour la racine, c'est 1,5. Voilà, la racine de l'exponentielle. Plus 1,5 de EA2 moins EA moins 2. Comme ça, on exprime l'énergie d'activation. Hein, l'énergie d'activation de la réaction en fonction des énergies d'activation 1, 2, 3, etc. Ah, j'ai oublié K3. Hein, K3 aussi. Donc K, K3, K1 sur K-1, racine K2 sur K-2. Ce sera EA3 plus EA1 moins EA-1 plus EA2 sur 2 moins EA-2 sur 2. Comme ça, on a exprimé l'énergie d'activation de la réaction.